Réveillez l'informé qui est en vous. Écoutez Radio J. 14-15, tous les après-midi sur Radio J. Pour nous, Israéliens, pour moi, Israélien, si je parle déjà pour moi, Jonathan Pollard est un héros qui est rentré chez lui à la maison. Est-ce à dire, Pascal, que le Hamas, qui est la force gouvernante dans la bande de Gaza, pourrait opter à court terme pour une offensive militaire? Du côté de Zemmour, c'est transparent, c'est-à-dire que lui-même ne s'en cache pas. Il considère que Vichy est un handicap pour une droite nationale. De l'info, du décryptage et du débat, Steve Nadjar, le 14-15, tous les après-midi sur Radio J. Depuis près de 120 ans, le KKL reconstruit le pays d'Israël. Parcs, forêts, réservoirs d'eau, infrastructures, programmes éducatifs. En léguant tout ou partie de votre patrimoine, vous participerez au projet sioniste et laisserez votre empreinte en terre d'Israël. Contactez en toute discrétion et sans engagement le KKL et demandez l'INDA. KKL 01 42 86 88 88 01 42 86 88 88. Radio J. Radio J, le cinéma parlant. Lynn Toubiana, bonjour, merci d'être avec nous. Bonjour, à Lise. À chaque fois qu'on entend ce générique, on a envie de danser. Oui, c'est vrai. C'est vrai, hein. Oui, On est joyeux, on était en train de commencer à bouger. C'est un air qui nous met en joie. Voilà, exactement. Et en joie d'autant plus que ce matin, nous avons une invitée. Il s'agit de Muriel Lévy, productrice et réalisatrice, qui vient nous présenter un film documentaire que je montre, enfin deux même. Hein, on est d'accord. Chaim Soutine et Shalom Bakou. Lynn, à toi. Voilà donc un DVD formidable consacré à Chaim Soutine. C'est un film original écrit par vous, Muriel Lévy et Valérie Firla. Et la voix narrative, c'est la voix de la grande comédienne Zabou Breitman. Alors, évidemment, Soutine, on voit très bien son style de peinture, un style de peinture très, très tourmenté. Et puis aussi, l'histoire de ce peintre est fascinante. Oui, c'est vrai. Soutine, en fait, on a l'impression de le connaître parce qu'on connaît son nom, mais finalement, on ne connaît pas bien sa peinture. Oui. Et on a l'impression que les tableaux sont tourmentés. Finalement, c'était sa vision à lui de ce qu'il avait autour de lui. Donc oui, c'est fascinant. Son histoire est assez aussi intéressante. C'est quelqu'un qui a donc traversé, qui vient de Russie. Donc c'est un peintre russe qui est venu à Paris, intégrer l'école de Paris. En tout cas, il s'est retrouvé à la ruche avec ses amis. C'était Kikoïne, Crémeigne. Il a côtoyé Chagall. Et donc on suit un petit peu, on est dans ses traces dans ce film. On a enquêté très longtemps, pendant 3 ans, pour retrouver des gens qu'il avait connus, retrouver des documents, retrouver des lieux. C'est ça, c'est vraiment l'histoire du film. Alors on va rappeler les dates de Soutine. Il est né en 1893. Donc en Russie, dans un shtetl. Oui, à Smilovici. Aujourd'hui, c'est la Biélorussie. J'ai eu la chance d'aller là-bas présenter le film. Et... Ah oui, ça a été bien reçu ? Ça a été très bien reçu. Ils font beaucoup de choses à Smilovici. Ils ont créé un petit musée Soutine avec évidemment des reproductions, puisque les tableaux valent très très cher aujourd'hui. Et ils ont une petite école d'art où ils forment les enfants aussi à la peinture de Soutine. Et donc il y a une rue Soutine. Enfin, ils essayent vraiment de revenir à ce patrimoine-là. Donc oui, la Biélorussie actuelle. Et c'est vraiment c'est un milieu pauvre, hein, le shtetl dans lequel il vit. Ils sont 9 enfants. Il n'a pas le droit de dessiner, pas le droit de peindre. C'est compliqué. C'est compliqué. Alors, donc, il est né en 1893 et il est mort en 1943. Alors, ce documentaire nous fait découvrir donc l'œuvre de ce peintre à ses secrets, à l'univers torturé, et puis aussi son âme. Alors, vous avez rencontré les derniers témoins de l'époque et il y a également dans ce documentaire des images d'archives. Oui, exactement. Donc on a eu la chance de pouvoir rencontrer certains de ses modèles, certaines femmes ou des enfants, à l'époque des enfants qui ont posé pour lui. Et évidemment, il nous a manqué certains témoignages qu'on est allé récupérer dans des archives de l'INA, notamment des témoignages de Kikoïne, de Crémeigne, de Madeleine Castin, qui a été sa mécène et avec laquelle il a passé beaucoup de temps. Donc oui, le film est assez... c'est voulu une espèce de référence, raconter son histoire.
C'est vraiment ça. Oui, alors là, on découvre l'œuvre de ce peintre et notamment, il y a une très belle série, des bœufs écorchés. Alors, pourquoi était-il comme cela attiré par ces images de viande sanguinolente ou en putréfaction ? Eh ben, c'est une bonne question. C'est vrai que c'est difficile d'accrocher un tel tableau dans son salon. On n'a pas envie. On n'a pas envie. Maintenant, les siens, ils sont très, très beaux, très grands. On a souvent dit, en tout cas, moi j'aime cette idée-là, on pense que c'est sûrement des choses qu'il a vues quand il était petit, il aimait rôder près des boucheries, il aimait ça, il aimait voir ce sang qui coule, il rajoutait lui-même du sang sur les animaux, parce qu'il n'avait pas les moyens d'acheter des animaux très souvent. En fait, il y a une anecdote qui raconte qu'un jour, ça sentait tellement mauvais dans son atelier que la police est arrivée et qu'ils lui ont expliqué ce qu'était le formol. Ils lui ont piqué le bœuf au formol. Ah oui, et à partir de là, il était très, très heureux parce qu'il a pu utiliser sa carcasse pendant très longtemps. En la repeignant, il allait acheter juste du sang. Et il remettait du sang pour avoir cet effet-là. Alors le documentaire nous dit aussi que c'est en rapport avec son enfance, avec les sacrificateurs juifs pour égorger la viande. Oui, c'est vrai qu'il a peint aussi, par exemple, pas mal de volailles, des poulets pendus. Et moi, j'aime dire que ces poulets, ils sont forcément cachers. Oui, c'est ça. L'idée, c'est qu'ils sont cachers parce qu'il a vu ça petit. Dans le shtetl. Le sacrificateur, c'est le shochet. C'est important de le dire pour les auditeurs. Oui. C'est ça. Dans son enfance, il a forcément vu ça dans le shtetl. Et donc, ça a dû le marquer, l'inspirer. En tout cas, on sent qu'il aime peindre ça. Alors, il a un parcours esthétique très chaotique. Et puis, il y a quelque chose de très original dans votre documentaire. C'est justement que vous procédez par une confrontation entre la matière de ces paysages ou de ces portraits, la matière picturale, la pâte de la peinture et avec les modèles originaux. En fait, on a utilisé une technique qui s'appelle le morphing, où on fait se rejoindre deux images par un effet spécial. On les fait se rejoindre. Donc, quand on a retrouvé, par exemple, un paysage à Céré, parce que Céré, on a eu de la chance, c'était assez préservé. Il n'y a pas de grande construction d'immeubles, il n'y a pas de tour, il n'y a pas de chose qui nous a gênés pour retrouver son angle de vue. Quand on retrouvait son cadre, on a fait cette technique qui nous a permis d'arriver au tableau. Et c'est vrai que ça fonctionne bien, c'est assez impressionnant. Même s'il a l'air d'être tourmenté, même s'il a l'air de tordre les choses, finalement, pas tant que ça. Pas tant que ça. Alors, c'est un peintre majeur de l'école de Paris, comme vous venez de le dire, et il y côtoie Modigliani. Il était très ami avec Modigliani. Hein. Très. C'est incroyable vu d'aujourd'hui parce que Modigliani, c'est quelqu'un de soigné, c'est quelqu'un, alors que Soutine, pas du tout. Soutine est sale, Soutine est toujours ronchon, mais ils se sont beaucoup aimés tous les deux et surtout Modigliani est le premier à dire que c'était un grand peintre. Et c'est grâce à Modigliani qu'il rencontre son marchand, Zborowski. Donc Modigliani a déjà ce marchand. Zborowski s'occupe de la carrière de Modigliani et quand Modigliani lui présente Soutine, il dit « Mais moi, je veux pas de ces peintures-là. C'est pas ce que je cherche. » Et lui dit « Si, fais-moi confiance. » C'est grâce à lui, c'est vraiment grâce à lui. Alors, je crois qu'il l'a rencontré, non pas à la Ruche, mais peut-être à la cité Falguière aussi. Oui, c'était deux hauts lieux de la peinture de l'époque. C'est ça. Oui. Modigliani n'a pas habité la Ruche, contrairement à ce qu'on lit partout. Il n'a pas habité là-bas. Il y allait sans doute, mais il n'a pas habité là-bas. Mais ils ont tous les deux été à la cité Falguière en même temps. Modigliani, bien sûr, en rez-de-chaussée, parce qu'il sculptait beaucoup à l'époque. Et donc, il y a eu une grande amitié. Il y a des anecdotes qui racontent que pendant que Modigliani lisait Dante, Soutine lisait Le Petit Parisien. Donc, pas du tout le même style de personnes. Pas le même niveau. Pas le même niveau, mais en même temps, en peinture, ils se sont compris. Oui. Ils se sont aimés. Et c'est assez extraordinaire de voir cette ruche ou cette cité Falguière où c'était vraiment des phalanstères d'artistes de génie. Hein. Oui. C'est vrai qu'ils se sont beaucoup, quand on pense à la Ruche, toutes les personnes qui se sont côtoyées à ce moment-là, c'est assez incroyable. On connaît surtout Chagall parce qu'il y est resté longtemps et puis parce qu'il a Picasso aussi y est passé par... Il y est passé. Oui, c'est vrai, il y a eu vraiment beaucoup de circulation d'artistes. Peut-être toute cette génération, tout simplement. Oui, c'est un lieu d'accueil. C'est un lieu d'accueil. Oui, quand ils arrivent, ils savent pas où aller. On dit que Soutine, quand il est arrivé, il avait écrit sur un papier qu'il cherchait la station de métro La Ruche. Il cherchait le métro La Ruche. Pour lui, c'est là qu'il allait. Donc, évidemment, il n'y a pas de métro La Ruche, mais il allait par là. C'est dans le 15e. Donc, La Ruche est à Paris. Dans le 15e, ça accueille toujours des ateliers d'artistes.
Encore, il y a des photographes, des mosaïstes, il y a encore des ateliers d'artistes Vous y êtes aujourd'hui. allés Oui, bien aujourd'hui sûr. Ah oui, J'y moi suis aussi, allée. parce que, oui, c'est vraiment Ah un oui. lieu à visiter. Ah, faut que j'y aille. Alors oui, D'accord. alors on s'est pas ouvert au public puisque c'est des gens qui y vivent aussi. Bien sûr. Mais par contre, ils sont très ouverts. Il suffit d'appeler les gens qui s'occupent de la ruche et ils vous accueilleront, je pense, avec grand plaisir. Alors c'était un lieu aussi de misère, parce qu'ils étaient tous vraiment dans la misère, mais un lieu de solidarité extraordinaire et de stimulation de leur génie C'est ça. respectif. C'est ça. Voilà, il Donc, faut voir vraiment oui. ce Un film. documentaire à ne pas rater sur Haïm Soutine, on le trouve où? Alors, on le trouve. Nous, on est éditeur du film, donc les productions du Golem, la société de production est éditeur du film. Donc, vous pouvez le trouver sur le site internet lesproductionsdugolem.com. Donc, lesproductionsdugolem.com. Vous tapez ça, vous trouvez facilement. D'accord. Et sinon, on a une boutique dans le 9e à Paris, Rue au La 24 Bruyère. rue La Bruyère. Mm. Et donc voilà, vous êtes les bienvenus, venez de la part de la radio et on sera très gentils avec vous et même on vous fera un petit cadeau. Voilà, Ah, alors, sympa. formidable. Donc, on parlait de Paris, Oui. de la ruche, du 14e arrondissement, de la cité Falguière. Paris qui était à l'époque la capitale internationale des arts. On va écouter la magnifique chanson en hébreu de Yael Naïm, Béparis. ברחתי למקום אחר כל כך מהר, הכי רחוק שרק הצלחתי ואני בפריז. האורות הולקים אפור ועננים, אני שמחה וטוב לי אבל כל כך קר לי בפריז. מסתובבת סחור וסחור בסמטאות קסומות מחושפות בולות אותי אני בפריז. בעניינים יפים אתם זקנים ואצילים כל כך, אבל האם תחממו אותי בפריז? Loin de ma maison à Paris. באתי עד לכאן להסתנוור קצת אשליה היפה שלי, נסי תפוס אותי אני בפריז. Yael Naïm, vous écoutez le cinéma parlant avec Lynn Toubiana, une invitée en studio avec nous. Aujourd'hui, il s'agit de Muriel Lévy, productrice et réalisatrice. Lynn, on parlait il y a quelques très courts instants de Modigliani. Il y a d'autres documentaires sur des peintres. Oui, alors d'autres documentaires sur des peintres dont on va parler aujourd'hui. Alors ce documentaire, Modigliani et ses secrets de Jacques Loy, est disponible sur Arte et YouTube. Voilà, donc on peut le voir en entier sur Arte ou sur YouTube et jusqu'au 17 février 2021. Alors c'est un documentaire passionnant, comme le documentaire sur Soutine, sur ce peintre italien juif livournais. Ces dates, 1884-1920, vraiment c'est l'archétype de l'artiste bohème, on en parlait tout à l'heure. On connaît aussi la légende tragique de ce peintre maudit qui était miséreux, alcoolique et qui est mort à 35 ans. Oui, très jeune. Voilà. Mais ce documentaire qui est narré par un autre grand comédien, on a parlé tout à l'heure de Zabou Breitman pour le documentaire de Soutine, là il s'agit de Pierre Deladonchamp qui raconte l'histoire de Modigliani et qui dévoile un autre visage de ce peintre fabuleux, à savoir toute l'histoire qu'il y a eu autour de ses nus sulfureux et de ses portraits mystérieux. On va écouter un extrait de ce film Modigliani et ses secrets. Dans les années qui précèdent la Première Guerre mondiale, Paris est le refuge des peintres et des poètes du monde. Parmi eux, un jeune Italien, Amedeo Modigliani, tisse des amitiés et peint ses contemporains. Dans l'un de ses rares autoportraits, il se peint sous les traits de Piero, le clown mélancolique de la Commedia dell'arte. Un costume, un œil sans pupille, un masque à l'expression restreinte. Ce tableau est à l'image de Modigliani. Il se fond dans l'imaginaire saltimbanque de l'artiste bohème. L'absence de documentation et la soif de romanesque ont alimenté la légende de Modigliani.
celle de l'artiste maudit, peignant dans des masures sous l'emprise de l'alcool et emporté trop jeune par la maladie des poètes, la tuberculose. Plus dramatique encore, il est suivi dans la mort par sa compagne, Jeanne Buterne, qui se suicide au lendemain de sa disparition. Elle a 21 ans et elle est sur le point de donner naissance à leur second enfant. Pourtant, il est possible aujourd'hui de dissiper cette légende. En s'approchant de sa peinture, en posant un nouveau regard sur la matière même dont les toiles sont faites, en s'appuyant sur les recherches menées par quelques historiens de l'art, aidés par les récentes techniques d'imagerie scientifique, un autre Modigliani apparaît. Voilà, cet extrait nous donne vraiment envie de voir ce film. Alors, envie. Il faut voir aussi quand même un excellent film sur Modigliani qui date de 2004, de Mike Davis, avec Andy Garcia dans le rôle de Modigliani et Elsa Zilberstein. Voilà, un autre peintre dont je voudrais parler aujourd'hui. Oui, un incontournable, on peut dire. Un incontournable, bien sûr, c'est Chagall, Entre deux mondes. Là aussi, c'est sur Arte TV, réalisé par Laurence Jourdan. Ce film, d'ailleurs, raconte l'influence de la culture yiddish sur l'œuvre du peintre. Entre deux mondes, donc celui de Paris de 1910, de l'avant-garde, et celui du monde juif de Vitebsk. Oui. Vitebsk qui est une petite ville de Biélorussie. Un peu son shtetl qu'on voit dans tous ces tableaux. Oui. Où il a grandi d'ailleurs. Voilà, alors lui aussi, il est à la ruche et il est au voisinage de Soutine, de Zadkine aussi. Voilà, ce film est nourri de décryptage d'œuvres et d'éclairage de spécialistes. C'est un voyage entre art populaire et art moderne, entre figuration et abstraction. Alors juste, je voudrais dire une petite phrase de Chagall. Il disait « Mon art avait besoin de Paris comme un artiste a besoin d'eau ». Donc on voit toujours que Paris est source d'inspiration. Tout à fait. Et puis là, on quitte Paris pour aller sur la Côte d'Azur. Voilà, autre lieu de prédilection des peintres d'ailleurs. Oui. C'est la Côte d'Azur, ultime refuge de Charlotte Salomon. Ça, c'est dans le cadre de l'invitation au voyage, une émission d'Arte que l'on peut voir aussi en entier sur YouTube. Alors là, il se situe donc à Villefranche-sur-Mer, à Nice, à Saint-Jean-Cap-Ferrat. C'est une jeune peintre juive allemande qui arrive en 1939 sur la côte pour survivre à la menace nazie. Elle y passe 4 années où elle peint énormément. Elle est arrêtée en 1943 à l'âge de 26 ans, déportée et assassinée à Auschwitz alors qu'elle était enceinte. On voit ces destins maudits là qui font écho. Voilà, alors elle a peint 750 gouaches, une fresque autobiographique qui s'intitule « Vie ou théâtre ». Voilà, d'ailleurs, le grand écrivain David Fuenquinos a raconté sa vie dans le livre Charlotte en 2014, qui a eu le prix du Goncourt des lycéens, le prix Renaudot. Voilà. Alors, l'émission touche à sa fin. On rappelle juste une phrase que vient de démarrer hier le Festival français du film juif en ligne pour lequel j'ai déjà réalisé quelques interviews, on en a tous parlé à Radio J. Voilà, à suivre absolument. Et juste une dernière parole, j'en ai parlé hier au micro de Léa Moscona, un petit hommage à Jean-Pierre Bacry encore, et voir et revoir évidemment le goût des autres qui passe ce soir à la télévision sur la 2, je pense. Voilà, on sera tous au rendez-vous. Merci beaucoup Lynn Toubiana, merci beaucoup Muriel Lévy d'avoir été avec nous ce matin, et on se retrouve la semaine prochaine. Au revoir. Au revoir. Et tout de suite, ce sont les bonnes adresses.